Nous sommes sur le plateau d'AgriWeb TV et je suis en charmante compagnie, j'allais dire, Jean Petot et Roland Quérol, deux politologues. Et pour un voyage au cœur de la Ve République, je vais vous laisser la parole, Jean. Et nous, on se retrouvera après sur le plateau d'AgriWeb TV une fois que ce voyage sera terminé. Merci beaucoup. Bonjour Roland Quérol. Bonjour Jean. Vous faites partie de ces personnalités qui permettent de gagner du temps dans les premières minutes d'une présentation d'ouvrage. Vous êtes tellement connu et familier des Français, des auditeurs, des téléspectateurs, qu'il n'est pas nécessaire de vous présenter à vos futurs lecteurs. Vous êtes, comme on dit, une voix qui permet de dire, quand on allume sa radio, chut, écoute, c'est Roland Quérol, ça va être intéressant. Vous êtes une figure, je n'ose dire une gueule. Fabrice Lucchini a dit de vous que vous êtes Jean Gabin de Caroline Roux, c'est ce que vous rappelez dans le livre, dans C'est dans l'air. Quand on zappe de chaîne en chaîne, soirée d'élection ou pas, d'une chaîne d'infos, on continue à une chaîne du groupe France Télévisions, on dit je vais rester un peu sur celle-là, il y a Quérol. Cher Roland, nous nous connaissons depuis de nombreuses années et je dois dire que vous avez toujours été pour moi une vraie référence. Du plus loin que je me souvienne, moi qui me passionnais déjà tout jeune pour la vie politique et ses commentaires, deux noms me reviennent en mémoire, deux observateurs et pédagogues de la vie politique des années 60 et 70, René Raymond et Roland Quérol. Je ne pensais jamais les rencontrer, discuter, échanger avec eux. En tant que j'ose le terme collègue, ce fut et c'est pourtant encore le cas. Dans la préface de votre livre de mémoire, que je montre à la caméra, voilà, Arnaud Mercier, professeur des universités, qui m'a été présenté par Joël Aubert, dont nous saluons le souvenir aujourd'hui avec les amis d'Aki et les amis de Joël Aubert. Et Joël, qui aimait beaucoup Arnaud Mercier, figure sur la couverture de votre livre. Et voilà ce qu'écrit Arnaud. N'en déplaise au pisse-vinaigre de la science politique qui se croit pure et dure et rejette avec mépris le label de politologue, saut infamant de la collaboration avec les journalistes à leurs yeux, Roland se veut inlassable défenseur de l'opinion publique. Et juste après, Roland a toujours voulu dialoguer et apprendre des autres, transmettre et convaincre, analyser les mœurs politiques sans complaisance, mais sans trancher ni excommunier, se nourrir intellectuellement, c'est toujours Arnaud Mercier qui parle, sans négliger les plaisirs de la table et de la dive bouteille. Nous sommes au Salon de l'Agriculture de Bordeaux. Comment dire mieux? Parler savamment, cigare aux lèvres, sans jamais être fumeux, observer avec bienveillance notre société et les pensées des Français, sans se départir d'une lucidité critique qui aide à de salutaires prises de conscience et souvent à nous faire rire de nos travers et de ceux de notre classe politique. Arnaud Mercier nous dit que vous avez mis du temps à accepter d'écrire ces mémoires. C'est d'ailleurs même pas des mémoires parce que le nom ne figure pas. C'est un voyage et pas n'importe où. C'est dans la Ve République. Alors, première question, pourquoi cette résistance et pourquoi un voyage, Roland? Franchement, je trouvais que ça avait un côté ridicule de raconter sa vie comme si j'étais une star sortant d'une compétition à Monte-Carlo. Donc, voilà, je ne me voyais pas faisant ça. Et puis, comme on dit, j'ai fini par céder à l'affectueuse pression de mes amis. Je me suis dit, après tout, arrivé en fin de parcours, c'est peut-être le moment de raconter quelques souvenirs qui peuvent être utiles, qui sait, à tel ou tel. Donc, voilà, je m'y suis collé. Je ne m'y serais pas collé tout seul. Arnaud Mercier, qui est un collègue nettement plus jeune que moi, avec qui j'échange souvent sur beaucoup de choses, m'a beaucoup poussé et il m'a dit avant que tu te mettes à l'écrire, parce que le bouquin est entièrement écrit par moi, je le revendique, on va commencer par des conversations devant un magnétophone et ça t'aidera à classer tes souvenirs. Donc voilà, c'est comme ça que ça a pris corps. Et puis qu'est-ce que je voulais vous dire? Je peux pas maintenant dire je suis drôlement content de l'avoir fait, mais voilà, je le vois là, comme ça, là, et au fond, je ne suis pas mécontent que l'objet existe. Alors, c'est un texte, on est frappé par plusieurs choses quand on le lit bien. D'abord, le mot « ami » doit être à peu près évoqué 300 fois, je n'ai pas compté, mais c'est... Moi non plus. C'est énorme.
On est frappé, ça parlera à des gens qui nous regarderont. Non, c'est parce que j'ai la faiblesse de croire que j'ai beaucoup d'amis et je me connais peu d'ennemis. Voilà. Ils vont peut-être se révéler à cette occasion. Mais on est quand même frappé par autre chose. Et je dis, ça parlera à des gens qui vont nous écouter. On est frappé par votre miséricordieuse bonté. Et en même temps, si je puis dire, pardon en même temps, c'est aussi un voyage extraordinaire dans cette 5e République. Et ça commence en fanfare, si je puis dire, puisque vous évoquez 6 des 8 présidents de la République, ceux que vous avez connus, réellement connus. Oui. Et donc, on aura l'occasion de les reprendre, Giscard, Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande et l'actuel, Macron. Ben, je vous lis page 20, vous dites « J'ai toujours eu une ligne de conduite dans ma relation avec les politiques, j'entends ne rien leur passer, entre guillemets. A priori, je ne les crois pas, j'entends les mettre à l'épreuve, je souhaite me servir de leurs contradictions pour aller plus loin. » Alors ma question, elle est la suivante. De tous les présidents que vous avez, en quelque sorte, mis à l'épreuve, quel est celui qui, à votre avis, était doté de l'intelligence de Métis, la première femme de Zeus, celle dont on dit être l'intelligence politique, celle de la ruse? Quel était celui-là? Et à côté de ça, quel était le plus lisible, le plus limpide, le plus, j'allais dire, au premier degré? C'est compliqué parce qu'on est tous un petit peu fabriqués des deux. S'il faut choisir un intelligent ruminant, je crois que je prendrais Mitterrand. Mitterrand, je ne l'aimais pas. C'est le moins qu'on puisse dire. C'était pour moi un symbole du politicien bourgeois de la 4e République, 11 fois ministre, président d'un groupe parlementaire central et jouant ici et là. L'UDSR. UDSR, oui. Puis après la CIR, mais ça c'est autre chose. Et garde des Sceaux pendant la guerre d'Algérie, faisant condamner par des tribunaux militaires à mort des militants sur lesquels il n'y avait pas de preuves. Ça faisait quand même un bilan assez lourd, quoi. Et sur ça, sur son bilan sous la 4e République, je n'ai jamais changé. Puis je l'ai connu sous cette 5e dans laquelle il s'est glissé avec plaisir, après avoir écrit un pamphlet contre la 5e République, le coup d'État permanent. Bah, il n'a pas fait le coup d'État, il s'est glissé avec grand plaisir dans ces institutions ultra-présidentielles. Et il se trouve que j'ai eu l'occasion, avec Anne Gaillard, qui était une journaliste très connue à l'époque, parce qu'elle faisait l'émission du matin de défense des consommateurs sur France Inter, où elle engueulait tout le monde avec une façon absolument incroyable. Et donc, il se trouve que nous avons fait un film avec Mitterrand, président de la République, en 84-85, et que tous les gens qui ont vu le film, qui en ont entendu parler, ou qui ont eu l'occasion de faire des films avec les présidents successifs, sont toujours restés absolument sidérés par les conditions que nous a faites Mitterrand pour le tournage. Il ne s'est entouré d'aucun conseil, il était à notre disposition, nous tournions où nous voulions, quand nous voulions, nous disions là on va faire une interview, il ne savait pas sur quoi, et il s'y prêtait, on disait on va en tel voyage, il nous prenait dans son avion, voilà, jamais on a vu en France, et peut-être pas ailleurs non plus, quelqu'un d'aussi ouvert. Et même chose, quand le film est paru, tout n'était pas très agréable pour lui dans le film. Il n'a même pas demandé à contrôler quoi que ce soit. Donc voilà, il s'est noué une relation assez différente. Je ne veux pas dire que j'ai été séduit par Mitterrand, mais sidéré par cette ouverture. D'ailleurs, ses conseillers aussi qui avaient très peur de ce qu'on allait mettre là-dedans. Donc je dirais Mitterrand, voilà, j'ai découvert là un personnage, j'en raconte pas mal dans le livre, etc. Celui le plus lisible, c'est difficile, j'hésiterai entre Sarkozy et Hollande. Je vais peut-être prendre Hollande quand même, parce que c'était, voilà, pour moi il était très facile à décrypter, très facile à décoder, et nous avions un problème permanent avec lui,
qui était que je lui disais sans arrêt, les Français ne comprennent pas où tu vas, tu t'es fait élire contre la finance, tu fais une politique qui est pro-entreprise, les Français ne comprennent pas bien ce à quoi tu joues, où tu vas. Il faudrait pouvoir nommer un peu ta politique, la décrire. Et il m'avait dit ça, je ne le ferai jamais parce que nommer les politiques, c'est les figer. Ce qui est un peu étrange comme conception. Bref, je ne reviens pas sur ces conversations, mais autant il ne voulait pas l'expliquer aux Français, autant moi elle me paraissait lisible et autant je n'ai jamais réussi à le convaincre d'essayer de la faire lire. Alors, on va prendre le livre de manière chronologique. Hein. Donc vous êtes né à Rabat le 11 août 1941 et vous y avez vécu vos 17 premières années. Alors vos parents sont, pour votre papa, on va dire, fonctionnaire de l'éducation nationale, mais haut fonctionnaire, il va terminer haut fonctionnaire de l'éducation nationale. Et votre maman, tout en étant française, hein, est professeure d'arabe en collège. Et vous dites que le Maroc est un peu mon pays. Hein, vous dites, page 67, ma socialisation politique a bien commencé au Maroc dans ce climat si particulier de lutte de l'indépendance. L'indépendance du Maroc, je rappelle qu'elle intervient le 2 mars 1956. Vous racontez le retour de celui qui va être Mohamed V. Vous dites que vous avez à ce moment-là, c'est en 55, vous avez 14 ans. C'est un souvenir incroyable d'une foule en liesse. Il faut rappeler qu'il avait été exilé, on peut dire, à Madagascar, hein, par le gouvernement français. Vous dites aussi, mes parents étaient favorables à l'indépendance. Avec mes quelques amis français, nous étions très minoritaires dans cette situation. Ma question, c'est, est-ce que ce statut, j'allais dire, de minoritaire initial n'a pas été en quelque sorte un fil rouge dans votre vie intellectuelle? C'est-à-dire quelqu'un qui s'est toujours méfié des mainstream, comme on dit, hein. On dirait l'idéologie dominante, non pas au sens d'Althusser sur la classe dominante, hein, mais l'idéologie dominante, c'est-à-dire les modes qui, à un moment ou à un autre, arrivent comme des vagues. J'ai l'impression que vous avez toujours été rétif à cela. Oui, c'est très possible. C'est très possible ce que vous dites. On se sentait bien une minorité. Vous savez, être dans un pays où il y a du terrorisme, où on voit des actes terroristes soi-même, et où on est du côté des gens qui partagent le combat de ceux qui, hélas, font du terrorisme, ça vous met dans une position de minoritaire qui a besoin d'argumenter sans arrêt. C'est compliqué. Donc oui, je crois que vous devez avoir raison. Et puis c'était une lutte pour l'indépendance. Et la lutte pour l'indépendance des pays en développement ou des pays non autonomes, ça a été évidemment, pendant toutes les premières années de mon engagement politique, la chose principale. Ça s'est poursuivi avec l'Algérie, avec les pays africains, avec tous ces pays qui se sont progressivement libérés des dépendances colonialistes. Alors quand vous arrivez à Paris, vous êtes, j'allais dire, un triple étudiant, hein, en philosophie, en lettres, on va dire, en lettres, en droit, et puis à Sciences Po, mais vous dites c'est un peu ma maison mère, Sciences Po, hein, voilà. Et là, il y a quelque chose de très frappant dans votre témoignage. Vous êtes absolument passionné par vos professeurs. Vous dites qu'ils ont en commun des traits et des valeurs qui ont achevé de forger vos convictions personnelles, un attachement sans réserve à la démocratie pluraliste et une défense tenace du débat permanent de la société avec elle-même. Et j'ai retenu ce que vous dites d'Alfred Grosser, que j'ai eu l'honneur, moi aussi, de fréquenter, mais beaucoup moins bien que vous, parce que moi j'étais un indécrottable provincial, si je puis dire. Il est toujours en vie, il a dépassé 100 ans. Oui, et son fils Pierre vient de donner une interview passionnante dans Le Monde, oui, sur la Chine, hein, voilà, hein, pas sur Formose, voilà, sur Taïwan, pardon. Et d'Alfred Grosser, vous dites, vous l'avez beaucoup apprécié, vous dites, voilà quelqu'un qui n'a jamais cessé de penser contre lui-même. Le progrès démocratique, dites-vous, c'est la leçon que vous en tirez, n'est possible que dans la remise en question permanente de toutes les assertions. Alors, c'est vrai que vous plaidez pour la supériorité des principes démocratiques. Cela dit, on connaît la phrase, hélas, de Léon Daudet,
patron de l'Action française, qui disait dans les années 30 au ministre républicain: je récuse votre système, la République, mais au nom des principes qu'elle défend, tels que la liberté d'expression, laissez-moi exprimer librement que je veux l'abattre. Donc, est-ce que toutes les assertions démocratiques sont possibles? Aujourd'hui, c'est une question d'actualité aujourd'hui. Oui, c'est une question difficile parce que moi, les réponses me paraissent aller de soi et je constate que ça n'est plus le cas pour beaucoup de citoyens, pour beaucoup de politiques et pour beaucoup de journalistes. Moi, je pense que nous sommes dans une société où il ne peut y avoir rien au-dessus de l'état de droit. Nous avons perdu la plupart des références morales, idéologiques, politiques assurément communes. La seule chose qui reste à nos sociétés pour organiser quand même un débat, une confrontation, des élections, des choix, c'est le respect du droit. Et je m'aperçois qu'il y a des choses fondamentales dans le droit français. Mettons le droit d'association, le droit de manifester. Mettons le droit au pénal de n'être jugé que pour les actes commis et pas pour les intentions, qui paraissent aujourd'hui parfois ignorés, en toute bonne foi, non seulement par des chefs de parti comme celui des Insoumis, mais par des ministres actuels comme l'actuel ministre de l'Intérieur. Donc ce type de, en ce moment, ces jours-ci, d'interdiction de manifestation, parce que par exemple dans une manifestation, l'un des auteurs présumés de la manifestation était quelqu'un qui aurait tenu il y a plus de 10 ans des propos inadmissibles sur la Deuxième Guerre mondiale, ça me paraît ahurissant. Voilà, et tout ça passe comme une lettre à la poste. Je suis très frappé que autant nos amis allemands sont très attentifs aujourd'hui sur les droits individuels, sur les droits des internautes, sur les droits des citoyens, sur la défense des personnes, autant en France, on s'est tellement habitué à ce que l'État autorise qu'on croit maintenant en toute bonne foi que pour tenir une manifestation, il faut qu'elle soit autorisée et non pas qu'elle ne soit pas interdite. Donc voilà, je suis dans une situation où je crois en effet qu'il faut faire extrêmement attention avec ces valeurs, non pas parce qu'elles seraient plus menacées par ce président que par un autre, mais parce qu'une espèce d'évolution de nos sociétés vers la violence, l'acceptation de plus de violence, et au nom de cette violence, l'acceptation d'une violence en face. Regardez, en ce moment dans les sondages, ce sont 35% des Français, c'est quand même pas rien, qui disent qu'ils sont d'accord pour dire que seule la violence peut obtenir de satisfaction à vos revendications. C'est quand même énorme. Voilà, ça me pose problème. Alors, il y a un chapitre qui, moi, m'a absolument... enfin, tout est passionnant, mais un chapitre qui est vraiment très, très intéressant. C'est au début du livre, c'est l'évocation du Club Jean Moulin. Alors, pourquoi? Parce que moi, quand j'étais étudiant, dans les années 75, on en parlait encore beaucoup du Club Jean Moulin. Mais aujourd'hui, ça a plutôt disparu des écrans radars. Enfin, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais... Oui, il y a eu beaucoup de think tanks depuis qui ont pris la relève. On appelle ça des think tanks. Hein. Alors, il faudrait que vous nous racontiez qu'est-ce que c'est que cette histoire du Club Jean Moulin, dont, par hasard, vous vous retrouvez secrétaire général adjoint pour faire un job, on va dire d'été ou d'intérim, d'un des frères Pomonti. Hein. Alors, c'était Jean-Claude ou Jacques? Jacques. Et vous allez finalement tellement faire l'intérim que ça va durer jusqu'en 64, cette affaire. Hein, voilà, bon. Alors, qu'est-ce que c'était que le Club Jean Moulin? Qui le compose? Pourquoi ce nom? Et ça fait beaucoup de questions, hein, mais enfin, c'était une petite fiche sur le Club Jean Moulin. C'était le Club Jean Moulin. Moi, j'étais pas à la création, puisque j'ai beau avoir commencé très jeune, il y a des choses qui sont arrivées avant moi. Donc, le Club Jean Moulin est créé en 58, juste après le prise du pouvoir par le général de Gaulle. Moi, j'arrive en 61. Ce sont des résistants, pour l'essentiel, d'anciens résistants qui fondent le club.
Parmi ces résistants, il y a Stéphane Hessel, qui sera ensuite très présent dans la vie intellectuelle française, l'auteur dans la période la plus récente de Indignez-vous. Qui a été un des éléments majeurs de la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est ça, c'est ça. Et puis il y avait parmi ses fondateurs Daniel Cordier, qui était le secrétaire de Jean Moulin pendant la guerre, le secrétaire de Jean Moulin pendant la résistance, y compris le Conseil national de la résistance. Qui est mort à 101 ans. Qui est mort à 101 ans et qui est un type absolument merveilleux. Il y avait beaucoup de résistants et puis il y avait beaucoup de... Alors il y avait par ailleurs des profs de droit, des hauts fonctionnaires, des gens du privé, des gens de la culture. Pas un très grand nombre de gens, au total 500 personnes, mais un véritable réseau. Avec même cette espèce de facilité que des hauts fonctionnaires faisaient venir auprès d'eux des gens qui étaient en fait leurs collaborateurs dans des ministères, qui peut-être se croyaient un peu obligés de venir pour aider le patron dans ses notes aussi, dans le think tank. Bref, on a joué un rôle à la fois comme un think tank intellectuel et un peu comme un groupe de pression politique. Pour la rénovation d'une gauche qui soit plus moderne, qui rompe avec notre ennemi permanent qui était le secrétaire général du Parti socialiste de l'époque, Guy Mollet, qui avait envoyé le contingent en Algérie. C'est en mars 1956. Voilà. Et donc depuis, vraiment, celui-là était le Parti socialiste tel qu'il était, nous paraissait absolument inadmissible. On parlait même, pardon Roland, de national-molettisme. National-molettisme. C'est pas rien quand même. Hein. Absolument. Donc voilà. Et puis nous avions parmi les groupuscules xénacles de la gauche modérée, nous étions le seul à être favorable à l'élection du président de la République au suffrage universel. Alors, vu d'aujourd'hui, je sais que ça soulèverait pas mal de dire, mais nous avions le sentiment, et nous pensons que ça a été vrai, que si on avait l'élection présidentielle au suffrage universel, ça casserait, vite ou progressivement, le rôle des appareils politiques, du genre de l'appareil molettiste ou de l'appareil gaulliste, dans le fonctionnement de la vie politique et dans la présentation des candidatures. Donc voilà, on a en même temps eu ce rôle d'élaboration d'idées, publication de livres, de programmes, etc., et de lobbying politique pour faire un régime qui soit un régime qui fonctionne selon le principe du suffrage universel. Alors, c'est vraiment passionnant parce que à cette époque-là, il y a des, j'allais dire, des frères jumeaux du Club Jean Moulin. C'est celui qui est sans doute, j'allais dire, au plus haut niveau. Hein. Mais on a, par exemple, Échange et Progrès, Citoyens 60 avec Jacques Delors, les cathos de gauche ont le Cercle Jean 23. On a d'ailleurs beaucoup travaillé avec les clubs de Jacques Delors, oui. Et puis les Cercles Jean 23 aussi. Hein, bien voilà, sûr, bon. bien sûr. Ça correspond à ce qu'on a appelé l'Argionamento du catholicisme. Hein, bon. Est-ce que c'est pas ça qui manque aujourd'hui à la gauche pour se réinventer en quelque sorte, pour écrire un nouveau logiciel? Je ne sais pas, je crois qu'il manque tout à la gauche aujourd'hui. Il lui manque à la fois en effet un programme. Moi je pense que la social-démocratie à laquelle chacun dit qu'il faut revenir, elle est morte en Europe. Je pense qu'elle est morte d'avoir réussi. Je pense que la social-démocratie a appliqué son programme dans tous nos pays depuis un siècle. Nous vivons sous les acquis de la social-démocratie. Le programme étant fini, elle n'a plus rien à nous dire. La seule nouveauté idéologique à gauche, c'est l'écologie. Mais l'écologie, elle est un peu prise par les écologistes. Et du coup, la gauche politique, elle me paraît à bout de souffle. Donc la première chose dont elle manque, c'est d'idées à nous proposer pour affronter la société d'aujourd'hui. Pas la société d'hier, sur laquelle ils ont toujours des constructions très intelligentes, mais la société d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on met en avant, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on propose. Et puis la deuxième, c'est cette fameuse incarnation. Nous savons tous, y compris mes amis insoumis, nous savons tous que Jean-Luc Mélenchon n'a aucune chance d'être jamais élu président de la République. Et comme il n'y aura pas de changement constitutionnel avant la désignation d'un président, Jean-Luc Mélenchon n'a pas de chance d'arriver au pouvoir. Et les autres, regardez,
Moi, j'ai strictement rien contre aucun individu. Mais quand vous voyez un congrès socialiste où les 3 candidats, c'est Olivier Faure, M. Meyer-Rossignol et Mme Hélène Geoffroy, vous vous demandez ce que ça peut faire aux profondeurs du pays. Personne ne sait qui c'est. Voilà, donc pas de programme, pas de proposition, pas d'incarnation. Oui, il faut des think tanks, il en faut, il y en a, il y a des idées, mais ils ont du mal à en accoucher, ils ont du mal à les faire relayer par les partis politiques, et encore plus de mal à faire que des personnalités émergent. Il faut se dépêcher parce qu'il n'y a que 4 ans. Alors, dans le livre, il y a l'évocation d'un épisode qui a été aussi oublié, c'est la candidature de Monsieur X, Gaston Defferre. On se rend compte que le cercle Jean Moulin a joué un rôle réel, et vous-même, hein, dans cette histoire, les lecteurs découvriront cet épisode passé, parce que ça vous a permis d'avoir même un bureau à côté de JJSS à l'Express, hein, quand même. Hein. Vous dites, hein. Mais on va passer à un personnage qui est important dans le livre, c'est Michel Rocard. Hein. Moi, j'avoue que je constate que vous avez été un actif auprès de Michel Rocard. Et alors, un actif avec la contradiction du genre, parce que page 19, si je vous ai bien lu, vous dites on m'a souvent demandé si je n'avais pas été tenté par une carrière politique. Mais enfin, dites-vous, demanderait-on à un spécialiste de zoologie s'il souhaite devenir un animal? Bon, dans le chapitre sur Rocard, alors j'ai pas l'impression que vous avez voulu devenir Rocard, mais vous avez quand même mis plus que le doigt dans la politique, puisque vous avez été son directeur de campagne de la seule campagne présidentielle qu'a connue Rocard, et oui, 69, où il fait 3,7% des suffrages exprimés, ce qui est pas mal, ce qui est pas loin des 5%, 5,1% de Gaston Defferre. Pour le PSU, c'est très bien. Alors, vous travaillez auprès de Michel Rocard, en particulier pour signer les éditos de Tribune Socialiste, et ça vous permet d'avoir ce que les trotskistes appellent un blaze. Alors expliquez-nous cette histoire, c'est anecdotique, mais votre blaze, le pseudonyme, c'est, alors je le dis, hein, je le retrouve, Gilbert RC. Pourquoi ça? Pourquoi Gilbert RC? C'est Jean Touchard, hein, que j'ai beaucoup aimé. Oui. C'est Jean Touchard qui vous a demandé de prendre un pseudo. Il m'a demandé de prendre un pseudonyme, oui, puisque je travaillais sur la politique et je ne pouvais pas être en même temps la plume de Rocard. Et alors en effet, j'étais un grand lecteur, je suis resté un grand lecteur de Tintin. L'auteur de Tintin s'était fait appeler Hergé. Georges Rémy. Voilà, Georges Raymond, parce que c'était les initiales de son nom et de son prénom. Moi, j'ai pris les initiales de mon prénom et de mon nom, Roland Quérol, et je me suis appelé Gilbert Hercé. Et c'est sous ce nom-là qu'on m'a connu dans les eaux du PSU et de l'extrême gauche. Alors, cet engagement au PSU, finalement, vous y restez pas très longtemps. Hein, Trop. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez bien approché Rocard, et sur Rocard, vous avez une vision qui est tout à fait intéressante. Vous dites plus tard, hein, Rocard, dans sa vie, Rocard éprouvait pour Mitterrand la plus profonde inimitié, lequel la lui rendait au centuple, considérant son jeune concurrent comme un imposteur. Et en même temps, page 136, on mesure combien, dites-vous, la relation entre Mitterrand et Rocard est déséquilibrée. Parce qu'en fait, si on reprend la fameuse histoire du film Western Spaghetti, le bon, la brute et le truand, on comprend celui qui tient le colt et celui qui creuse. Puisqu'en fait, c'est Rocard qui creuse, en réalité. Hein. Et vous dites, il y a réellement une incompréhension profonde qui dure, avec un Rocard qui continue à se dire qu'ils vont finir par travailler ensemble. Ça en était presque gênant pour les amis de Rocard de le voir en face de Mitterrand, petit garçon, essayant de se faire aimer. Et là, Roland, je vous montre une photo. Voilà, je montre la photo à la caméra. Je pense qu'on la voit. C'est
Michel Rocard avec François Mitterrand. Alors c'est une photo qui a été faite par un journaliste de l'AFP qui s'appelle Patrick Herzog. Et elle a été faite en avril 88, avant le meeting de Montpellier, d'avant le premier tour. Cette photo, elle est incroyable. Alors, on voit le petit garçon, on dirait presque Tintin d'ailleurs. Hein. Oui. Alors, expliquez-nous cette relation presque sadomasochiste entre Mitterrand et Rocard. Écoutez, là pour le coup, il faudrait que je sois plutôt psychiatre que politologue. Ce que je raconte pas dans le livre, c'est que Mitterrand, peu après la prise du pouvoir par le général de Gaulle, en 1959, a souhaité adhérer ce qui devenait le PSU. Le PSA devenant le PSU. Et il s'est présenté. À l'époque, adhérer à un parti de ce genre, ça ne se faisait pas comme ça. Je prends ma carte, éventuellement je paye ma cotise, il fallait montrer qu'on était prêt à adhérer vraiment. Et donc il est reçu par la section, on devait être admis par la section locale à laquelle on souhaitait adhérer. Et donc il va à la section qui est près de la Sorbonne, et il est reçu par ces gens qui lui posent des questions pour voir quelles sont ses convictions de gauche, ses convictions socialistes, éventuellement ses convictions marxistes. Vous imaginez en 59-60, Mitterrand, il était assez loin de ça, mais enfin il voulait adhérer, et la section a retoqué sa candidature. Et il en a conçu à partir de là une amertume envers ces gens-là, formidable. Au début, pas seulement Rocard, mais tous ces gens-là. Et moi, Mitterrand m'a dit souvent, mais moi, tous ces gens du PSU, ces gens comme ça, ces gens qui n'arrêtent pas de discuter, d'aller sans arrêt jusqu'au fond du tonneau des Danaïdes, c'est pas ma conception de la politique, ils m'emmerdent. Voilà. Donc, et de l'autre côté, il y avait l'idée qu'en effet, c'était un imposteur. C'était un type ondoyant, sans ligne, qui faisait une carrière politique, pour qui le militantisme était un truc qui était à 100 lieues de son univers. Voilà, c'était réellement, ils ne vivaient pas sur les mêmes planètes. Donc je dis, Mitterrand n'a pas arrêté de faire des coups à Rocard pour l'emmerder, pour le plaisir. Même quand il l'a nommé ministre, ça a été une espèce de guéguerre permanente. Ils ne se sont jamais supportés. Et alors, vous racontez que ça va nous faire la transition avec le métier de sondeur. Roland, vous racontez que quand vous faisiez des entretiens qualitatifs avec un panel, vous leur disiez, si c'était un film, qui seraient les acteurs qui interpréteraient les personnages de Mitterrand et de Rocard. Et à peu près systématiquement, Mitterrand, c'était Michel Piccoli, et Rocard, c'était Jean-Louis Trintignant. Et à la fin du film, c'est toujours Rocard qui était en quelque sorte circonvenu par Trintignant, qui était circonvenu par Piccoli. En général, il lui piquait sa femme. Alors, il lui piquait sa femme. Alors, ce qui est amusant, c'est que c'est un autre Michel qui va incarner Mitterrand. D'ailleurs, à la fin de sa vie, c'est Bouquet. Oui. Dans le Promeneur du Champ de Mars de Guédiguian, à partir du livre de Benamou. Mais, donc, je ne sais pas si Mitterrand a piqué un jour la femme de Rocard, j'en sais rien, mais bon, peu importe. Toujours est-il que... je ne crois pas, mais je me souviens d'une des femmes de Rocard, parce qu'il a quand même été marié 4 fois. Laquelle, Roland? Là, en l'occurrence, Michel, notre collègue sociologue à Sciences Po, ouais. Elle aimait bien boire un petit coup aussi pendant les repas, donc elle était un peu exubérante. Et il y a eu un dîner d'État à l'Élysée, dîner d'État. Son mari était Premier ministre, Michel Rocard, et il était à la table d'honneur, et elle était à une autre table. Et voilà. Et à un moment, elle le montrait comme ça. Elle montrait Mitterrand. Et elle disait, et lui là, l'imposteur. Elle était la femme du Premier ministre. Bon, ça nous amène au sondage. Premier point sur les sondages. Vous dites que, alors vous avez une expérience extraordinaire, hein, vous fondez Louis Harris France, après vous passez à CSA avec une histoire passionnante sur le sigle, hein, CSA, bon, voilà.
Et vous dites qu'il faut faire la différence entre opinion publique et volonté générale. Expliquez-nous. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci. Merci. Entre opinion publique et volonté générale, Roland. Oui, je crois que ce sont deux concepts qui sont nés à peu près en même temps, dans la période des Lumières, et que, ben voilà, je crois qu'il suffit de regarder les mots et ce qu'ils disent. Il existe une opinion publique, c'est l'opinion des citoyens, ou de ceux qui vont devenir des citoyens, à un moment donné, et dont j'essaye de montrer comment les sondages peuvent être l'expression la plus scientifique possible. L'opinion publique, c'est simplement l'état de l'opinion à un moment donné, la façon dont elle se structure, dont elle peut éventuellement évoluer. La volonté générale, c'est plus que ça. C'est à partir du moment où l'opinion publique se traduit par une volonté d'action, de changement, de prise du pouvoir, enfin une volonté politique. Et il ne faut pas croire que la simple expression d'une opinion publique exprime une volonté générale, ce qu'ont beaucoup cru les gens avec, par exemple, la réforme sur les retraites. Il faut un degré supérieur d'engagement et d'engagement politique pour passer au stade de la volonté générale. Et je crois que c'est important de savoir déterminer les deux. Je crois que les sondeurs ont tort de croire qu'ils représentent une volonté générale. S'ils arrivent à bien représenter l'opinion publique, c'est déjà pas mal. Je montre à partir d'expériences dans un certain nombre de pays où je suis allé travailler. Chili, voilà, par exemple au Chili, c'est l'un de mes camarades sociologues qui deviendra le premier ambassadeur du Chili aux États-Unis et plus tard ministre des Affaires étrangères dans le Chili démocratique, qui m'a dit, sous le Chili de la dictature, où nous essayions de conduire des études pour savoir où en étaient les gens, et qui m'a dit, tu sais, il y a une chose qui est plus importante encore que nos études, c'est de constater que les parents, maintenant, laissent sortir leurs enfants jeunes pour aller dans les manifs. Ils n'ont plus peur que leurs enfants y aillent. Les jeunes n'ont plus peur, c'est déjà le cas depuis quelques mois. Les jeunes n'ont plus peur de sortir et les parents acceptent qu'ils n'aient pas peur de sortir. C'est ça la variable principale. Et ça, c'est le passage de l'opinion publique à la volonté. Alors, dans le livre, vous ne cachez rien du débat théorique qui vous a en particulier opposé à ce qu'on appelle entre nous communément les Bourdivins, hein, c'est-à-dire en fait les disciples de Pierre Bourdieu. Alors, vos relations avec Bourdieu étaient bonnes. Hein. Vous dites, à un moment, avant qu'on commence notre échange, vous avez retrouvé avec plaisir l'ami Marcel Devergne, qui a été la cheville ouvrière des universités de la communication de Carcan et d'Ourtin. Et vous dites, je me promenais avec Pierre Bourdieu dans les allées de Carcan ou d'Ourtin au moment de l'université de la communication, et vous échangiez calmement. Sauf que Bourdieu, quand il était dans un débat officiel, il sortait l'artillerie lourde. Ça, c'était vraiment le côté rhétoricien. Bourdieu sortait l'artillerie lourde. Franchement, pas tellement contre moi. Non, mais quand il écrit, Roland, quand il écrit l'opinion publique n'existe pas. Oui, mais ça va. L'opinion publique n'existait pas. Je ne suis pas en désaccord avec cet article. C'est ce qui est venu après. Et ce qui est venu après a été beaucoup plus véhiculé par le cercle des gens autour de lui que nous, on a appelé tout de suite les Bourdivins. Mais enfin bon, même si on ne veut pas les appeler les Bourdivins, même s'ils préfèrent les Bourdieusiens, bon, eux, ils sont devenus une véritable secte. Alors, clairement, Patrick Champagne et d'autres. Hein. Voilà. Alors là, évidemment, je me permets dans le bouquin de leur rendre la monnaie de leur pièce. Cela dit, c'est très intéressant parce qu'il y a un vrai débat théorique là, dont vous parlez. Hein, et je crois qu'il faut le lire parce qu'en termes de méthodologie... Bon, c'est pas les pages les plus amusantes à lire. Non, mais en tous les cas... bon. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que quand même, vous dites les sondages n'existent que parce que la démocratie politique existe. Ça, c'est une donnée. Tous les pays autoritaires ont interdit les sondages. Oui, mais alors, est-ce que vous pensez que, comme on a tendance à le dire... Essayez en ce moment de sonder en Russie. Alors, est-ce que les sondages
Est-ce que Il y en a qui essayent. Hein. Oui. Ils font petit à petit le boulot, ils grignotent. Ils sont formidables, hein, il y en a. Alors, mais il faut prendre des précautions. La question qui revient de manière récurrente, c'est est-ce que les sondages font ou ne font pas une élection? Non, ils ne font pas une élection. Ils font pas une élection. Toujours pas. Dans aucun pays, c'est les sondages qui décident les mouvements électoraux. On n'arrive pas à montrer ça. On n'arrive d'ailleurs pas non plus à montrer le contraire. Non, ce qui est vrai, c'est que la publication des sondages est devenue un des éléments que prennent en compte les gens au moment où ils vont voter. Ils votent d'abord en fonction de ce qu'ils pensent, les gens, de ce qu'ils croient, de ce qu'ils analysent, de l'examen de la situation, de qui ils préfèrent. Bon. Et puis maintenant, ils ont les sondages dont ils ont le sentiment qu'ils sont plutôt bien faits, puisque malgré les erreurs ici ou là, au total, ça a donné des résultats assez proches des résultats des élections. Et donc les gens voient où en est la course, quoi. Donc on peut en même temps, si on est, je sais pas moi, de gauche, on se dit, voilà, mon candidat, je l'aime vraiment bien, mais au premier tour, je vois qu'il a à peu près 0 chance de passer. Est-ce que je vote pour lui, tant pis? Ou est-ce que je me reporte sur quelqu'un qui a une chance de passer au second tour? Exemple, pour être très concret, Roussel versus Mélenchon. Par exemple. Ou tous les autres, hein, Taubira versus Jospin. Voilà, c'est sans arrêt. Ça, c'est plutôt l'inverse. Parce oui. Pardon, Non, mais parce que les électeurs ont plutôt voté Taubira. Oui, c'est ça, empêchant l'autre. Oui. Mais c'est ce que reproche aussi Mélenchon à Roussel. Exactement, oui. Donc l'argument se retourne, quoi. Voilà. Et il se reproche toujours, évidemment. Si on était le seul candidat de tout son camp, on serait plus à l'aise. Donc, c'est pas la faute des sondages, il y a des candidats, mais comme les sondages disent, il y en a un qui a plus de chances que l'autre, ça aide un peu l'électeur à s'en rendre compte. Donc voilà, au moment où j'écrivais ça, je croyais qu'il y avait encore autour de France des types sur les motos là, qui donnaient les écarts. Les écarts. Oui. C'est fini. On appelait ça l'ardoisier. Maintenant, ils crient. On appelait ça l'ardoisier. L'ardoisier, c'est ça. Donc moi, je crois que les sondeurs sont les oies d'ardoisier des campagnes électorales. Alors il y a un élément, une proposition qui est très intéressante, Roland. Je dis parce que moi, j'avais pas pensé. Hein. Vous dites, on devrait créer une sorte d'autorité indépendante où les sondages privés demandés par les partis politiques, car on le sait peu, mais il y en a beaucoup. Non. Je dis d'abord les sondages publics. Oui. Les sondages payés par l'État restent quand même la propriété des partis qui occupent l'État. Je dis la première étape, c'est d'obliger les sondages publics à être déposés, mettons au plus tard un an. La BNF. Oui. Voilà. Alors, il se trouve que j'ai eu il y a 3-4 jours un appel de la directrice générale de la BNF qui avait lu ça et qui m'a dit mais c'est très intéressant, est-ce qu'on pourrait déjeuner ensemble pour en parler? Alors peut-être. Et deuxième étage de la fusée, pardon Roland, c'est les sondages dont on n'entend pas parler quand on est, j'allais dire, vulgus pecus, hein, qui sont commandés par les partis politiques eux-mêmes et qui, eux, sont plutôt confidentiels. Absolument. Et ça, vous dites, il faudrait les verser pour que les historiens contemporains travaillent dessus. Absolument. Bravo, hein, voilà, une proposition. Alors, on aborde un autre aspect qui est assez étonnant, c'est Jean du Château. Alors Jean du Château, je vous présente Jean du Château, c'est-à-dire non pas Gilbert Hercé, mais Roland Quérol. Hein, voilà, hein. Je suis un immense imposteur. Alors, il y a un passage qui est très très drôle. Jean du Château, c'est le nom d'emprunt, le pseudo qu'a pris Roland Quérol pour écrire Meurtre à l'Élysée, Meurtre à TF1 et après Meurtre à l'Élysée 2. Et vous avez maintenu le mystère sur l'auteur. Bon. Alors, à Paris, dans le petit monde Guillaume. Ça avait un mérite historique, c'est que c'était les premiers romans policiers dans lesquels les gens très connus apparaissaient sous leur vrai nom. Exactement. Voilà. Et donc, les éditeurs hésitaient beaucoup parce qu'on est propriétaire de son nom, ça aurait pu faire des procès en cascade. Donc, ils étaient un peu hésitants. Donc, j'ai vraiment, dans mes bouquins, tué 2 fois Mitterrand et 1 fois Le Pen. Alors, voilà ce que vous dit François Mitterrand.
Un jour, François Mitterrand vous dit « Arrêtez, dites-moi que c'est vous. Je sais que c'est vous, je le vois bien. Il y a des choses qui indiquent que c'est forcément vous, des choses que vous seul savez. » Alors là, vous ne vous démontez pas, vous lui dites « Ah bon, je ne sais quoi vous dire, je ne l'ai pas encore lu. » Et, attendez, il y a une suite. Il vous renvoie, c'est pas sympathique de ne pas me le dire. J'en ai encore lu des extraits hier soir avec ma femme, et on riait tous les deux. Vous pourriez me l'avouer, et vous concluez ce passage, je n'en ai rien fait. Alors, je n'aurai pas l'indicatesse de vous demander, selon vous, de quelle femme parlait François Mitterrand à ce moment-là. Hein, non, ça restera dans notre secret. Il y a aussi, je ne vous demanderai pas non plus, quelle est celle de vos amis journalistes de gauche qui vous a menacé de faire un procès parce que vous révéliez qu'elle avait déjeuné avec son mari dans le local de permanence de l'Élysée et que ça montrait qu'elle était de gauche. Mais on ne dira pas qui c'est. Hein. Bon. Mais ma question plus sérieusement, c'est quel a été l'intérêt de faire une approche de la vie politique comme ça, sous forme d'un roman, on va dire, d'un roman politique, avec, comme vous dites, des vrais personnages. Alors, un autre intérêt, parce que ça c'est très drôle, comme ça a été édité chez Calman Levy, Roland lui-même, dans le chapitre, dit que dans votre maison du Lot, vous avez appelé votre cours de tennis Calman et la piscine Levy ou l'inverse, oui, hein, ça, ouais. Parce que c'était les droits d'auteur. Vous dites, j'ai jamais eu autant de lecteurs qu'en faisant ça. Alors, pourquoi vous avez fait ça? Alors ça, c'est vraiment très simple. C'est que on est amené, quand on est politologue et sondeur, à voir beaucoup de choses en politique, à voir beaucoup de politiques, à les entendre, à parler avec eux, de voir comment ça se passe. Et évidemment, dans nos bouquins, entre guillemets, savants, on ne peut pas raconter des histoires comme ça. Donc la politique n'a jamais, dans nos écrits de politologue, la chair, le goût que ça a vraiment. Alors que la fiction, ça permet de le faire. Donc c'est exactement ça, c'est ça qui m'a poussé. C'est que je ne suis pas un type qui a une imagination débordante, mais je pouvais raconter des vraies scènes qui étaient plus vraies que nature, si j'ose dire, avec la fiction, et avec un parfum peut-être de vérité, alors que dans un bouquin de sciences politiques, j'aurais jamais pu le faire. Et puisqu'on a cité Bourdieu, Roland, vous connaissez la phrase de Bourdieu, un point de vue, c'est toujours une vue d'un point. Hein. Bon. Alors, le dernier chapitre s'appelle « Et maintenant ». Alors, ce n'est pas la chanson de Gilbert Bécaud, « Et maintenant, que vais-je faire hein, de tout ce temps que serait ma vie ?» Mais on est heureux de constater que vous continuez à commenter la vie politique française. J'ai passé volontairement, mais sur votre métier de chercheur à Sciences Po, à la Fondation nationale des sciences politiques. C'est absolument passionnant d'un bout à l'autre. Puis en plus, à titre personnel, il y a plein de noms qui me font plein de souvenirs à un moment. Mais sur la situation politique actuelle, on va terminer là-dessus, Roland. Vous dites, page 318, on peut considérer comme saine la situation politique actuelle qui ouvre la voie à une nouvelle Ve République dans une version parlementaire. Alors, on ne va pas faire un débat technique, mais ce régime de la Ve République, on l'a qualifié à la fois de parlementarisme rationalisé ou de régime semi-présidentiel. On a connu l'hyper-présidentialisme lorsque la majorité présidentielle est suivie d'une majorité absolue à l'Assemblée. Bon. On connaît aujourd'hui ce qu'on peut appeler... on a connu la cohabitation, hein, avec une majorité différente à l'Élysée et à l'Assemblée. Aujourd'hui, quand même, avec cette majorité qui est plus que relative, est-ce que le système n'est pas complètement bloqué? Alors, on va voir. Moi, je constate que les Français ne s'intéressent pas au débat institutionnel. Les hommes politiques, beaucoup. Les politologues, un peu. Les constitutionnalistes, c'est leur boulot. Mais quand on interroge les Français, c'est pas du tout dans leur priorité que de
changer de constitution, bouger. Les Français, ils nous disent que 3 choses sur les institutions fortes. La première, qui ne va pas dans le sens du parlementarisme rationalisé, ni de la 6e République. La première, ça rend hommage à ce que nous disions déjà du temps du club Jean Moulin, c'est vive l'élection présidentielle au suffrage universel direct. Les Français sont pour, à plus de 80%, régulièrement, depuis 60 ans, et ils continuent à l'être. Pourquoi ? Parce que c'est notre élection. Et c'est même incroyable. C'est le général de Gaulle qui leur a proposé. C'est le président en exercice qui est venu à la télé leur dire « je vous propose ça ». Mais ils ont le sentiment qu'ils l'ont arraché au pouvoir. C'est l'élection arrachée aux politiques par les citoyens. Donc ils sont vraiment très attachés à cette élection qui est la leur, c'est d'ailleurs la seule où ils continuent à aller vraiment voter. Hein. Un peu moins quand même. Un peu moins, mais 26% d'abstention par rapport aux 50 des législatives. Voilà. Et regardez les jeunes. Les jeunes, il y a 81% d'abstention des moins de 25 ans aux législatives. Quand même. Bon, c'est quand même la seule qui fasse encore recette. Oui, quoi. oui, oui. Bon, donc, 1, élection présidentielle au suffrage universel. 2, donner plus de droits au Parlement. Les Français ont toujours été dans tous les sondages depuis 1958 pour donner plus de droits au Parlement. Et 3, décentraliser plus le pays. Arrêtons que toutes les décisions soient prises à Paris, a fortiori dans les couloirs de Bercy. Rapprochons la décision du territoire, comme on dit maintenant, du citoyen. C'est les 3 choses fortes. Moi, ça doit être à force d'écouter les résultats de sondage, mais je suis d'accord avec les 3. Je trouve que ça serait bien d'avoir ça. Alors, comment est-ce que ça peut marcher en attendant ? Mal. Mal parce que, et alors on me dit toujours, ça ne peut pas bien marcher en France, puisque nous n'avons pas la culture du compromis. À l'allemande. Ou à l'européenne. Le seul pays qui pratique le système majoritaire, c'est le Royaume-Uni. Oui. Tous les autres fonctionnent à la proportionnelle. Encore pire, puisque c'est un système majoritaire à un tour. Là. Voilà, le vrai système majoritaire, c'est les Anglais. Nous, on a un système majoritaire quand même à 2 tours, et tous les autres ont du proportionnel. Et tous les autres sont capables, mais pas nous. Nous, on est capable de faire des compromis dans notre vie personnelle, dans notre vie professionnelle, dans notre vie associative, et on ne serait pas capable dans la vie politique, qui est le lieu même du débat et du compromis. Je trouve ça absurde. Il faut s'habituer. Il faut s'habituer. Alors, on l'a eu que 3 ans, le compromis déjà, sous Rocard, 88-91, et on y est arrivé. Oui, mais On est arrivé à voter des textes extrêmement importants. il manquait relativement peu de voix. Oui, mais qu'il en manque 10 ou qu'il en manque 20, le problème est à peu près le même. Alors, je sais bien que le conseiller parlementaire de Michel Rocard me disait, oui, si tu sais ce que ça me coûte en rond-point, bon, mais je ne peux pas croire. Non, mais il était très très bon. Il était très bon. Il était excellent, mais je ne peux pas croire que c'est seulement ça. Moi, je crois qu'il faut d'abord... Je crois que le premier responsable, quand on veut une politique de compromis, c'est la majorité en place. C'est à elle de changer. Il faut bouger et il faut montrer qu'on change. C'est celui qui a le plus bénéficié du système de la majorité absolue, c'est à lui de montrer qu'il peut changer. Prenons un exemple que je ne vais pas prendre au Parlement, du coup. Quand on sort d'une réforme des retraites qui s'est déroulée comme elle s'est déroulée, et que Macron vient nous dire à la télé, désormais, on va faire des négociations sociales avec les syndicats et les partenaires sociaux au niveau national, alors qu'il s'y est toujours refusé, il doit le faire. Voilà. Il y a la preuve à apporter qu'on change ses pratiques politiques. Et en face, les autres aussi. Et les autres, ça veut dire, alors, pour une fois, on ne va pas citer le Rassemblement national, puisqu'ils sont admirables, la cravate, le respect des institutions, merci monsieur le ministre. Mais les autres opposants, et d'abord la France insoumise, elle ne donne pas envie du compromis, quoi. Et même
Solidaires Maximo nous explique que la conflictualité, c'est ce qui fait bouger l'histoire de l'humanité. Donc voilà, là il y a le pouvoir est le premier responsable, et le deuxième responsable, c'est les gens qui animent l'opposition, parce que, comme dit l'autre, il faut être deux pour danser le tango, quoi. Donc le problème est de savoir si progressivement, il reste 4 ans quand même. On ne peut pas rester 4 ans sans rien faire. Donc moi, je crois toujours à cette vertu possible d'un régime dans lequel les droits du Parlement vont s'affirmer plus, vont être plus reconnus, vont marcher dans la loi, et qui sait entraîner de nouvelles habitudes de pratique politique. Merci beaucoup Roland Quérol. Ça fait une heure que nous discutons de ce livre. Alors peut-être quelques questions dans le public. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut poser une question? On vous a assommé là? Allez-y, n'hésitez pas, je vous amène le micro. Hein. Voilà, un micro qui arrive d'ailleurs, c'est très bien fait. Qui se lance pour la première question? Bernard Joanneau, président de l'association des Amis de Joël Aubert. D'abord, je voudrais vous remercier parce que dans cette ambiance, et Roland, puisqu'il est de bon ton de se dire vous, à la télé, n'est-ce pas? Je sais que ce soir, vous étiez invité par Calvi et que vous ne pourrez pas y être, mais sincèrement, vous n'allez pas regretter par rapport à cette ambiance. Ah, ça c'est vrai, hein. C'est mieux que PSG-OM. Alors, moi j'ai une question terre à terre par rapport justement à celui qui nous réunit aujourd'hui, entre autres, qui est Joël. De la même façon que ce matin à l'Assemblée Générale, je disais personne n'a le droit de se revendiquer de la mémoire de Joël. Et pas nous, même si nous sommes association des Amis de Joël Aubert et du prolongement d'Acquis. Mais qu'est-ce que vous pensez vraiment, Roland, de ce que notre ami Joël penserait d'aujourd'hui, à la fois de la situation compliquée, mais aussi des remontées qu'il y en a, c'est-à-dire de la part de vos confrères. Joël Aubert qui a été un éditorialiste, commentateur quotidien de la vie politique française dans les colonnes du quotidien Sud-Ouest, bien sûr. Absolument, et ensuite de Acquis.fr. Oui, moi je suis persuadé que, bon, il serait à l'unisson avec nous. Joël, c'était un humaniste fondamental, un partisan du pluralisme politique, de la démocratie, et qu'on débatte jusqu'au bout du bout, comme dirait l'autre. Donc vraiment, je pense qu'on se retrouverait sans aucun problème dans l'analyse de la situation. Je pense qu'il serait un tout petit peu surpris par l'évolution de certains médias et assurément des réseaux sociaux, qui déjà le tracassaient beaucoup quand il était avec nous. Cette espèce d'abandon de l'analyse au profit de l'invective, cette espèce d'absence de recherche sur le terrain et de déclaration d'intention permanente, cette pratique de l'injure, de l'insulte, de l'agression physique, tout ça n'était pas Joël, quoi. C'était un vrai démocrate humaniste. Et moi, je dois dire que je suis aussi parfois très surpris que pas seulement les réseaux sociaux pour lesquels je pense qu'il va nous falloir inventer des modes de modération et de régulation qui permettent d'introduire un minimum de sens commun dans tout ça. Mais je suis parfois surpris que dans des grands médias, parce que des jeunes journalistes, pas toujours très formés aux techniques d'enquête, cèdent volontiers au mouvement d'humeur et au journalisme militant, plus qu'à la réflexion
fondée sur l'enquête sur le terrain. Je le vois depuis le quotidien dit de référence de l'après-midi jusqu'à certaines chaînes d'infos où, alors même que ce n'est pas une ligne rédactionnelle, on s'aperçoit que montent comme ça des colères, comme on dit maintenant, qui ne sont pas toujours extrêmement bien maîtrisées. Et même des jeunes chercheurs en sciences politiques. Ah, alors ça dans la recherche en sciences politiques, ils avaient commencé un peu avant eux. Donc voilà. Très bien. Merci. Jean ? Écoutez, je crois qu'on va, je ne sais pas si on dit rendre l'antenne, hein, mais ça va y ressembler. Donc c'était, merci à Roland Quérol. Merci à vous. Merci encore Roland. une fois. Merci beaucoup. Merci. Alors, vous pouvez vous procurer le livre de Roland. Voilà. Profitez que nous avons de bons fauteuils. Et Roland pourra vous dédicacer le livre. Et je laisse la parole à Julien qui va clôturer. Oui, merci Bernard. Donc on va clôturer. Donc si vous n'avez pas bien entendu, parce que j'ai cru que parfois il y avait quelques difficultés, n'hésitez pas à aller sur agriweb.tv pour revoir et réécouter surtout l'émission. Donc agriweb.tv sera en ligne dès que Nicolas la met en ligne. Donc adressez-vous à lui. Donc l'émission sur agriweb.tv pour réécouter Roland. Et pour les dédicaces, donc c'est juste après, à côté. Merci beaucoup. Julien.